Nous sommes à la fin d'un cycle, ce que j'ai appelé les démocratures. Nous sommes à la fin d'un cycle, c'est-à-dire que les Africains ne veulent plus de la France-Afrique. Et si ils ne l'intègrent pas, bien entendu, avec les instruments que nous avons aujourd'hui, nous sommes en capacité de faire en sorte que Paris se retrouve dans les situations où se retrouve Macron aujourd'hui, où il est contesté à Libreville, à Brazzaville, comme à Kinshasa. Et il doit se poser la question et se remettre en cause. Bonjour Guy Mafimba Motoki, opposant congolais vivant en France. Avec vous, nous allons tenter de décrypter les 3 heures de visite annoncées du président français Emmanuel Macron au Congo-Brazzaville et merci d'être avec nous sur TLR TV. Bonjour Monsieur Christian Perrin, merci en tout cas pour l'invitation et surtout merci parce que l'actualité est assez chaude et difficile à comprendre pour le commun des mortels. On va essayer, avec l'occasion que vous m'accordez, de décrypter l'actualité, notamment en Afrique centrale, avec le passage de M. Emmanuel Macron. En Merci tout en cas, tout cas. merci d'être avec nous et c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Alors, le président français Emmanuel Macron se rend donc en Afrique centrale, notamment au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville, pour finalement terminer sa course en RDC, le Congo voisin. Mais avant d'y aller, il a donné une conférence de presse, j'espère que vous l'avez suivi, où il a défini les nouveaux accents de sa politique africaine, qui sera désormais, selon lui, bien entendu, basée sur une relation équilibrée, sur des investissements plus que des aides. Peut-on désormais croire à cette remise en cause non avouée, bien entendu? Sinon, quelle lecture faites-vous globalement, de manière globale, de cette conférence de presse donnée par Emmanuel Macron lundi dernier? Avant de porter un jugement sur la conférence de presse, je vais dire 2 ou 3 choses. Première chose, j'ai remarqué que depuis qu'il est arrivé aux affaires, le président Emmanuel Macron, donc 2017, le fameux discours de Ouaga devant les étudiants, devant les jeunes, et puis avec des annonces qui ont effectivement attiré l'attention d'un certain nombre de courants politiques en Afrique. Nous avons apporté notre, entre guillemets, soutien à ce discours. Et puis, on s'est rendu compte que M. Emmanuel Macron était dans les difficultés pour matérialiser ce qu'il avait promis. On arrive avec la fameuse conférence qu'il a organisée, France-Afrique, mais France avec la société civile africaine, pour soi-disant faire son mea culpa, qui s'était trompé, il voulait écouter les sociétés civiles africaines, vous vous souvenez, je crois que c'était en 2021, Tout à fait, tout et à fait. c'est les différentes délégations venant de l'Afrique lui ont dit un certain nombre de vérités. Et je pense que le message était clair. On lui disait, on ne peut pas faire du nouveau avec du vieux, avec la fameuse histoire de la marmite. On lui avait dit clairement que la France-Afrique, les gens n'en veulent pas. Et il y a eu, comme par hasard, quelques semaines après, il s'est retrouvé à Bruxelles, où il a invité les Sassou Nguesso, les Ouattara. Il est revenu sur l'ancien narratif, notamment les investissements, les aides. Et bien entendu, là, on le voit avec cette dernière conférence de presse. Qu'est-ce que je vais dire par là? Première chose, pour répondre à votre question, on sent qu'il n'y a pas de colonne vertébrale véritablement de M. Emmanuel Macron sur ce que c'est que pour lui les relations France-Afrique. Moi, je préfère avoir affaire à un Chirac qui va vous dire, lui, en fait, c'est un ancien colon, c'est un néocolon. Chirac, c'était ça. Il prenait les Africains de haut et il posait des actes comme il a posé chez nous. Mais avec le président Emmanuel Macron, c'est comme qui dirait un coup c'est X, un coup c'est Y. Parce que là, il faut ajouter une chose. Qu'est-ce que j'ai remarqué à travers cette conférence de presse, la dernière en tout cas? La France, en tout cas la France institutionnelle, c'est comme une espèce de moule de la pensée unique des hauts fonctionnaires. Monsieur Christian Perrin, j'ai eu à énormément échanger avec des diplomates français à l'Élysée, mais on a l'impression qu'ils ont la même grille de lecture sur les relations entre la France et l'Afrique. Et cette grille de lecture qui date des années 80. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas surpris qu'ils reprennent encore le même narratif en se disant
investissement, aide. Et je terminerai en disant ceci. Lorsqu'on écoute cette conférence de presse, il s'est trompé encore sur deux choses. Première chose, le président Emmanuel Macron n'intègre pas ce que j'ai appelé le Big Bang géostratégique. Cela, vous voyez par cette page-là, c'est la bataille d'Afrique. Ça fait 2 ans que je théorise là-dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les États émergents, avec les puissances classiques, aujourd'hui, nous sommes dans une bataille pour convoiter en fait l'Afrique. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains, mais c'est parce que l'Afrique est devenue une centralité géostratégique avec un certain nombre de secteurs. On va développer ça tout à l'heure. Et une fois tout ça regroupé, on se rend compte que à travers cette conférence de presse, il s'est trompé. Ça, c'est sur le fond. Mais sur la forme, vous savez ce qui m'a choqué? Ce qui m'a choqué, c'est la présence, par exemple, de rien contre Fally Ipupa, j'aime sa musique, de Fally Ipupa, en pensant un seul instant que nous sommes à ce point des enfants pour imaginer un seul instant qu'un grand pays comme la RDC, avec les problématiques qui se posent, notamment le soutien de la France institutionnelle à Kagame, qu'en amenant Fally Ipupa, on va calmer les ardeurs ou la colère des gens de la RDC. C'est du mépris. Est-ce que cela veut simplement dire que pour en fait, la France, entre guillemets, pour Emmanuel Macron, c'est toujours cette Afrique d'avant, là où, quand Senghor disait, ben voilà, l'émotion est nègre, donc nous sommes faits pour danser, ben voilà, pour la distraction, on n'est pas fait pour réfléchir. C'est ce que je semble comprendre. Évidemment, il y a un hiatus entre la parole et les actes. Or, on note curieusement, au niveau d'Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous l'avez constaté, il dit des choses pour faire tout le contraire. Tout le contraire. Exactement. Alors, il a vraiment pris conscience, vous pensez? En fait, il a pris conscience du fait que la France est en train de perdre son influence en Afrique. C'est des sphères d'influence. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique de l'Ouest. Mais au lieu de chercher le bouc émissaire, qui serait un coup la Russie avec Wagner, un coup je ne sais pas quoi, le sentiment anti-français, et ils sont dans l'incapacité, comme je disais tantôt, de se remettre en cause, parce que les hauts fonctionnaires français sont une espèce de moule de la pensée unique. Et j'avais dit à un moment, et je l'ai même dit dans la lettre ouverte que j'ai publiée, nous avons publié à l'égard du président, à l'attention du président Emmanuel Macron, nous avons pris l'exemple de Mitterrand. Mitterrand, même dans son côté cynique, il a été très, comment dirais-je, très prospectif. Lorsque le mur de Berlin tombe, Mitterrand, automatiquement, ça arrive à la perestroïka. Et au glasnost, en faisant quoi? En parlant de la bolle, du discours de la bolle. Et Macron est dans l'incapacité, le président Macron en tout cas, et les hauts fonctionnaires français, les institutions françaises, de s'arrimer à ce que j'appelle la géopolitique des populations. Que veulent les populations africaines? De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, notamment les populations des États francophones, parce que l'Afrique est plurielle. Les aspirations sont claires. La liberté, la démocratie, le progrès et le respect et la souveraineté. Voilà ce que nous voulons en termes depuis le début de ce 21e siècle. Et les paris est dans l'incapacité, au lieu de chercher le bouc émissaire, mais tout simplement discuter avec ceux qui ont déjà fait, comme nous autres, je le dis de manière modeste, fait le décryptage que nous sommes à la fin d'un cycle, ce que j'ai appelé les démocratures. Nous sommes à la fin d'un cycle, ça dit que les Africains ne veulent plus de la France-Afrique. Et si ils ne l'intègrent pas, bien entendu, avec les instruments que nous avons aujourd'hui, nous sommes en capacité de faire en sorte que Paris se retrouve dans les situations où se retrouve Macron aujourd'hui, où il est contesté à Libreville, à Brazzaville, comme à Kinshasa. Et il doit se poser la question et se remettre en cause.
Voilà, évidemment, aussi dans le cadre, par exemple, des troupes armées françaises en Afrique, en tout cas, là, il a dit qu'il va réduire de manière significative le nombre des soldats français en Afrique, alors que les Africains demandent le retrait pur et simple de ces troupes de l'Afrique. Qu'est-ce qui peut expliquer cette insistance de la France de toujours maintenir ces troupes françaises en Afrique, ces Mais bases militaires en parce que Afrique? les interlocuteurs pour cette espèce d'orientation, de nouvelle orientation stratégique et programmatique, les interlocuteurs de M. Macron et de la France demeurent les mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez d'un Ouattara lorsque vous allez lui demander troupes françaises, oui ou non? Mais lui, il est là parce qu'il y a des troupes françaises. Il ne peut que dire non, il faut trouver, comment dirais-je, une formule qui fasse en sorte que vous restiez en Côte d'Ivoire. Donc, tant que ce sera les mêmes interlocuteurs, la réponse qu'ils pensent donner pour satisfaire les aspirations des populations africaines, cette réponse ne sera pas satisfaisante. Prenons les cas, un autre cas, toujours dans le discours, en dehors des bases militaires, il a parlé par exemple en termes économiques. Qu'est-ce qu'il dit? Il te parle, on passe des aides aux investissements. Mais c'est un foutage de gueule. C'est un foutage de gueule, passez-moi le terme. Pourquoi je dis que c'est un foutage de gueule? Mais parce que le problème n'est pas tant socio-économique. Le problème socio-économique est secondaire. Le problème est d'abord politique. Il faut régler les questions de politique, c'est-à-dire en termes de légitimité, en termes de gouvernance, pour que l'économie suive. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez parler de M. Denis Sassou Nguesso sur les investissements. Vous allez investir dans un pays qui est aujourd'hui, ce n'est pas nous qui le disions, Transparency International vient de rendre public son dernier rapport, le Congo, Brazzaville, est le pays le plus corrompu en Afrique. Bon, vous allez investir dans quel pays? Quel est l'investisseur qui peut aller investir au Congo-Brazzaville? Sinon, c'est pour aller Oui, investir dans évidemment, les sociétés. dans le même sens, il y a, je crois, Alassane Ouattara qui disait, vous avez beau donner tout l'argent du monde à Denis Sassou Nguesso, il ne fera rien avec. Comme quoi, Absolument. ils se connaissent très bien. Alors, après le Gabon, Emmanuel Macron passera donc par Brazzaville, nous l'avons dit tout à l'heure, pour une escale à Pronto. Après, il s'en ira, je crois, en RDC. Alors, on parle d'une escale de 3 heures. Est-ce qu'on en sait un peu plus pendant ces 3 heures? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se faire? Il faut faire un petit bref rétrospectif, Monsieur Christian Perrin. Nous avons eu à débattre, à échanger ici, grâce à vous, où j'avais, au cours d'une émission, démontré que Monsieur Sassou Nguesso, pour lui, la légitimité, il s'en fout que les Congolais le votent ou pas. Sa légitimité, c'est Paris. Sa légitimité, c'est l'étranger. Et j'expliquais comment il peut rester à dormir à 1 h du matin, comme lors de sa dernière visite, pour espérer avoir le selfie de Macron. Pour lui, le selfie de Macron, c'est un gage de légitimité et de caution de la France. Parce que c'est un préfet ou un sous-préfet de la France. Alors, lorsque vous voyez M. Macron met son agenda pour faire une tournée en Afrique centrale. En réalité, le sommet actuel qui va s'ouvrir aujourd'hui au Gabon, M. Sassou Nguesso, comme il se prenait pour le leader en termes de changement climatique et autres du bassin du Congo avec son fond bleu de la sous-région, il a espéré depuis pas mal de temps abriter ce sommet-là. Et c'est à Glasgow que le leadership a été donné à monsieur, au président Ali Ali Bongo Bogo? et à Félix Tshisekedi. Donc, premier échec diplomatique. Et ça a été conforté où? En Égypte avec la COP27. Deuxième échec diplomatique. Donc, il s'est retrouvé sans stratagème, sans fonds de commerce, qui est l'écologie à travers son ami Jean-Yves Olivier. Mais non, le sommet se tient et M. Sassou Nguesso, blessé, se dit il doit se déplacer. Mais entre-temps, M. Macron avait déjà reçu l'invitation de Félix Tshisekedi. Et M. Macron estime aussi que l'Angola est mieux géré à une gouvernance beaucoup plus moderne que le Congo-Brazzaville. Et entre-temps, et ça je tiens à le dire, et on ne le dit pas assez, l'opposition congolaise travaille.
monsieur Macron, s'il renonce, a renoncé dès le départ à ne pas aller à Brazzaville, parce qu'il y a eu un travail de fond, notamment les questions des prisonniers politiques. C'est une condition qu'on a posée à M. Sassou Nguesso. Je ne peux pas venir à Congo-Brazzaville tant qu'il y a des prisonniers politiques, d'autant plus que M. Sassou Nguesso a pris des engagements depuis 2017-2019. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien entendu, avec ces derniers lobbyistes qui lui restent encore, ils ont mis la pression. Et pour des questions d'éviter des susceptibilités, on a préféré, comme c'est le champion qui aime les selfies, dont la honte ne tue pas chez lui, on lui a dit, bon, écoutez, on va faire une escale technique et mémorielle. En fait, c'est cela. C'est une escale technique et mémorielle. Pour s'arrêter, aller honorer Félix Leboué et autres. Mais si ce monsieur avait pour légitimité le peuple, avait pour l'égalité le peuple congolais, moi, à sa place, M. Christian Perrin, j'allais dire non. 40 ans au pouvoir pour accepter qu'un chef d'État, depuis 14 ans, vous n'avez jamais réussi un chef d'État français, venir faire 3 heures chrono, déplacement dans la ville, hein, y compris. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle, en termes diplomatiques, un désaveu cinglant. Mais comme il est en incapacité de l'avouer et de dire je renonce à cette escale-là, ben, tout honte but, il a préféré accepter. Mais heureusement que nous sommes là pour dire aux Congolais que ce monsieur a été désavoué. Sinon, c'est dans les médias nationaux qu'on allait entendre, comme à l'époque des Mbana, Papa Mokondi Ayambi, Mokondi Ye, Motobalinga Kana Mokili Mobimba, Awa Ayambi, Mokondi Tozo Bina, Ikosepele Yagosakanate. Oui, probablement que ça se dit déjà au niveau surtout des médias locaux. On ne le sait pas parce que, évidemment, ce sont des médias contrôlés par l'État, j'allais dire par le gouvernement. Alors, évidemment, oui, escale, 3 heures, chrono, comme vous l'avez dit. Mais nous savons également qu'en diplomatie comme en politique, les gestes et faits ont un sens. Le fait de fouler le sol congolais, d'abord, disons, le Gabon. Au Gabon, il se prépare évidemment une élection présidentielle dans pratiquement 6 mois. Est-ce que ce n'est pas là une manière de vouloir passer un message de soutien, par exemple, au candidat qui pourra se représenter, bien entendu, Ali Bongo? Et au niveau de Brazzaville, on risque d'envoyer un message au niveau de la population pour dire, ben, finalement, monsieur est encore soutenu par la France. Oh, je suis d'accord avec vous à quelques nuances près. Au niveau du Gabon, oui, il faut reconnaître que, écoutez, c'est des questions internes d'abord au Gabon, hein, parce que moi, je suis un homme politique, j'essaie d'abord de balayer devant ma porte avant de s'occuper des autres Tout à pays fait. limitrophes, n'est-ce pas? Au niveau du Gabon, oui, je pense que petit à petit, le président Ali Bongo a réussi à convaincre un certain nombre de puissances de ce qu'il est le moindre mal pour le Gabon. Je suis au regret de le constater, parce que je suis aussi au regret de constater qu'en face de Bongo, d'Ali Bongo, lorsque je vois les prétendants, je me pose la question de savoir, le prétendant, c'est qui? C'est Junior Bongo qui est à Brazzaville? Je me pose la question. Donc, je me pose la question, c'est un ping. Ping a été dans les casseroles de Bongo. Donc, je pense qu'au niveau du Gabon, il y a un problème au niveau de l'opposition qui est dans l'incapacité de mettre en place voilà, une dynamique qui puisse être crédible face à Bongo. Je ne suis pas en train de soutenir Ali Bongo. Une fois que j'ai dit ça, je crois que c'est clair. Mais par contre, au niveau du Congo-Brazzaville, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Pourquoi? Il faut comprendre que la diplomatie latine, française et autres n'a rien à voir avec la diplomatie anglo-saxonne. Les Américains, quand ils sont plus d'accord avec toi, ils te disent, monsieur, allez vous faire foutre. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Mobutu. Ils ont envoyé Richardson pour dire à Mobutu, casse-toi. Sinon, c'est ton cadavre qui va traîner dans les rues de Kinshasa. Mais la diplomatie française est beaucoup plus sournoise. J'ai rappelé sur mon profil dernièrement le mal que nous a fait Jacques Chirac. Jacques Chirac, en juillet 96, est à Brazzaville. Il était venu pour 3 jours, il est resté 5 jours, si mes souvenirs sont bons, avec un discours au niveau du Parlement, où il a loué la démocratie congolaise. Le même Jacques Chirac, donc de juillet 96, en janvier 97,
il a préparé le coup d'État contre Pascal Lissouba, Lissouba. démocratiquement élu. Voilà le côté sournois de la diplomatie française. Ils te caressent par le sens du poil et c'est eux qui vont finir avec toi. Je dis tout simplement qu'il faut décoder. Monsieur Macron avait, en tout cas, selon mes indiscrétions, c'était un renoncement en bonne et due forme de passer sur Brazzaville. Parce que, comme pour un certain nombre de conditions posées, monsieur Sassou Nguesso n'a pas réuni ces conditions, notamment les prisonniers politiques, ses relations avec la Chine, où il a donné pratiquement tous les marchés, la présence enfin le déplacement de Lavrov avec ses votes. Donc il y a aujourd'hui énormément de contentieux entre Paris et comment je vous appelez, et Brazzaville. Mais non, ils ont trouvé cette espèce de ligne médiane avec cette escale technique mémorielle. Et comme j'ai dit tantôt, si M. Sassou Nguesso ne dépendait pas de la France, il allait dire à M. Macron, vous pouvez continuer à Kinshasa sans s'arrêter. Mais comme il défend de Paris, comme le Lingala, il faut abonder la Macron. Donc vous allez voir, il va faire la danse du ventre. Il va faire véritablement la danse du ventre à Macron à l'aéroport. Je crois que, j'espère que les caméras de Télé TV seront là pour nous montrer la danse du ventre que fera monsieur on fera de notre mieux pourvu qu'on ait l'accréditation. À son petit-fils, voilà. En tout cas, si on a l'accréditation, on enverra nos envoyés spéciaux du côté de Brazzaville. Il n'y a pas de souci pour cela. Alors, monsieur Guy Mafibaboto, qui a de la nouvelle politique africaine d'Emmanuel Macron, qui sera basée, comme il a dit d'ailleurs, sur les relations, une relation équilibrée, donc sur un respect mutuel. À la rencontre des opposants congolais initiés par l'ambassadeur français au Congo, est-ce pour vous un contraste? Parce que de l'autre côté, on parle des relations équilibrées, le respect mutuel. Et d'un autre côté, voilà, on voit l'ambassadeur de France au Congo qui peut réunir les opposants. On se pose parfois la question de savoir pour quel intérêt, pour quelle raison. Est-ce que cela ne constitue pas un contraste? Sinon, quelle analyse portez-vous sur cette rencontre? Bon, déjà, il n'a pas rencontré l'opposition, il a rencontré l'opposition du pouvoir. C'est-à-dire que Tati Mabela, pour moi, n'est pas un opposant. C'est un gars du pouvoir qu'il a rencontré pour la formalité, en fait. Mais en tout cas, ils l'ont présenté comme le chef de l'opposition. Voilà, voilà. Mais la deuxième chose, je reviens sur le registre sournois de la France. Monsieur Christian Perrin, c'est une indiscrétion que je ne peux pas sortir. Mais je peux vous dire que l'ambassade de France a reçu les vrais opposants, mais de manière discrète. C'est ça la France, sournois. Je ne rentre pas dans les détails. Il y aura même des vrais opposants, des gens qui s'opposent véritablement et qui vont passer le message en main propre à Macron, qui seront à la Casse des Gaules. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce volet-là. Tout est-il que c'est à nous en tant qu'opposition, et j'insiste souvent sur ça. Ceux qui sont opposants, qui se considèrent comme des vrais opposants, il faut avoir la capacité de face à... Je connais la difficulté à Brazzaville. Les gens sont surveillés, il y a ceci, cela. Mais il faut avoir la capacité de nouer de manière informelle des relations avec un certain nombre de puissances, sans pourtant que ça se passe de manière formelle. Mais je peux vous garantir que des vrais opposants qui ont fait passer des messages, ma propre lettre ouverte va être remise, même s'il a déjà reçu ici, mais notre propre lettre ouverte va être remise encore en main propre à Macron à Brazzaville. C'est pour vous dire que la politique, la diplomatie française, elle est sournoise. Mais il faut quand on veut combattre un régime comme celui de Sassou Nguesso, qui estime que Paris est son allié, ben, rentrer aussi dans ces stratagèmes pour mieux faire passer votre message. Si vous attendez à on a envoyé un message pour qu'ils nous reçoivent, ils ne le feront pas. Comme j'ai dit tantôt, pourquoi? Parce que ce ne sont pas des anglo-saxons. Les anglo-saxons ont un côté direct. Je t'aime pas, je t'aime pas. Mais les Français sont dans la duplicité, toujours dans la duplicité. Toujours dans la duplicité.
Voilà, Évidemment, vous avez parlé d'une diplomatie sournoise, donc à double facette, évidemment. Alors, exact. lors de son dernier passage à Paris, Denis Sassou Nguesso avait été reçu froidement par Emmanuel Macron. On avait même parlé de ça sur ce même plateau de TLR TV. Alors, Mm. qu'est-ce qui peut donc parce que, évidemment, il faut peut-être craindre cette double facette. Qu'est-ce qui peut expliquer ce revirement d'Emmanuel Macron au point de se rendre à Brazzaville, même si c'est pour quelques minutes finalement? Oui, même pour 3 heures, on peut parler de revirement. Moi, je ne parlerai pas de revirement. Moi, je parlerai plutôt d'un homme qui marche sur les œufs. N'oubliez pas, les Français ont ce côté. Sassou, c'est un homme des Français, entre guillemets. Hein, c'est un homme, on a fait la démonstration ici. C'est un homme de service, recruté autre. Lorsqu'ils estiment que cet homme devient gênant pour eux, ils ne réagissent pas de manière brutale dans le sens où, du jour au lendemain, casse-toi. Mais ils t'envoient des messages. C'est ce qu'ils avaient fait avec Compaoré. Ils ont dit à Compaoré, ne change pas la Constitution, on te promet même un poste à la francophonie. Comment il fonctionne de manière progressive, on va dire, échelonnée. Et donc, lorsqu'il a humilié Sassou comme il a humilié, c'était une humiliation, on n'y revient pas. Reçu pratiquement très tôt le matin, le vieux s'est réveillé et tout. Et là, je vous ai dit tantôt, Brazzaville n'était pas dans l'agenda en Afrique centrale. Il devait se voir seulement à Libreville. Mais il y a eu un travail des petits lobbyistes et autres. Et pour des questions de susceptibilité. Parce que pour eux, ils n'ont pas envie de perdre Brazzaville aussi. Et je vais vous dire encore autre chose. Macron ne fonctionne pas seulement parce que c'est Macron. Hein. Il y a les États-Unis qui sont en train de pousser. Je dis bien de pousser. Je sais de ce que je dis. Pourquoi? Parce que pour les États-Unis, si Paris, lorsqu'il se retrouve à l'ONU, oui, nous avons des troupes derrière. Les troupes, c'est qui? C'est les pays Ce sont francophones, oui. ces vieillards-là qui ont Ces perdu vieillards-là. finalement Et les la main. États-Unis se rendent compte que vous ne les maîtrisez même pas. Nous avons eu la guerre, on a la guerre Ukraine et Russie, là, les gars, ils votent pour la Russie. Ça veut dire que vous ne les maîtrisez pas. Comme tu ne maîtrises pas tes gars, nous-mêmes, nous allons nous occuper. Voilà comment les anglo-saxons fonctionnent. Et Macron est poussé aussi par ses partenaires européens et autres pour dire que votre monsieur-là est devenu gâteux. Et donc, de manière un peu échelonnée, il essaie d'envoyer des messages. Et ce message-là, on ne parlera pas d'un revirement. Les diplomates, les véritables diplomates, savent que c'est un message clair à l'égard d'un monsieur qui est resté 40 ans au pouvoir, au service de la France-Afrique, au moment où Ali Bongo va se taper 2 jours de Macron, Fatih 2 jours de Macron, toute une journée pour l'Angolais, et lui, il se tapait 3 heures. Moi, à sa place, comme j'ai dit tantôt, j'allais dire, écoutez, monsieur Macron, vous pouvez repartir sur Paris. Mais comme il n'a pas les marges de manœuvre, parce que, comme on dit en lingala, Ali Boya Mindele, le vieux, il est obligé de faire la danse du ventre. Ben voilà, Aza Boyaba Mindele au lobby. Alors finalement, mais évidemment, Emmanuel Macron, nous l'avons dit tout à l'heure, a tenu une conférence de presse où il a également rappelé aux Africains que ce n'est pas à la force de régler tous les problèmes. Est-ce qu'on peut comprendre par là un appel à l'endroit des jeunes Africains, ici le cas qui est le nôtre, donc à l'endroit des jeunes Congolais, de prendre finalement leurs responsabilités en main? C'est un message assez ambigu. Parce que lorsqu'il dit, vous devez vous prendre, oui, nous, on a pris déjà nos responsabilités. Moi, la pauvre année, je suis reparti à Brazzaville. Je suis reparti à Brazzaville pour me battre à l'intérieur de Brazzaville. Mais lorsque M. Hollande a donné le feu vert à Sassou de nous tirer dessus, je suis obligé de chercher à sauver la peau, je suis sorti. Mais qui a ramené Sassou au pouvoir en 97? J'ai suivi dernièrement mon ami Maurice Louzala chez vous. Et vous avez. Mais j'étais presque en larmes lorsque j'ai écouté cet audio de Jacques Chirac revendiquer, revendiquer l'intervention de l'Angola, L'invasion carrément. l'invasion que eux, c'est-à-dire la France, a donné le feu vert et protégé au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour éviter qu'il y ait une sanction contre l'Angola. Donc, le message de M. Macron est anachronique. Non, ils ont une responsabilité
D'autant plus qu'ils nous imposent, ce n'est pas seulement en le disant, mais le cas du Congo-Brazzaville, le cas de la Côte d'Ivoire, les deux cas sont Très flagrants. flagrant, oui. Tout à Flagrants. fait. Donc, ils ont une responsabilité. La première des responsabilités, c'est quoi? C'est, face au régime de Brazzaville, par exemple, éviter d'aller, comment dirais-je, défendre le dossier du Congo, par exemple, au FMI. Au FMI. Ce sont les Américains qui mettent les blocages et c'est la France qui intervient souvent. Tout Bon, à fait, oui. ça c'est sur le plan socio-économique et autres. Sur le plan politique, lorsqu'il y a eu ce qui s'est passé, par exemple, passons le changement de la Constitution, passons le hold-up électoral, passons le hold-up électoral, mais quelque chose de plus grave. Il y a eu des massacres à grande échelle dans le pool qui a bloqué le fait qu'on devait saisir le Conseil de sécurité permanent de l'ONU pour que les massacres dans le pool soient, comme ça se passe dans le Kivu, soient examinés, soient traités au niveau du Conseil. Mais c'est la France, parce que c'est la France qui dirigeait les cellules au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc voilà, ils ont une responsabilité. Donc tout ce que nous leur demandons, nous demandons à M. Macron, on ne demande pas à M. Macron d'aller enlever M. Denis Sassou Nguesso. Nous demandons à M. Macron d'arrêter d'appuyer sous diverses formes ce régime. Ce régime. Arrêter par exemple les aides bilatérales, arrêter d'aider Brazzaville à une certaine crédibilité au niveau de la Banque mondiale ou du FMI, arrêter par exemple sur le plan politique de contribuer à traquer les opposants en France, monsieur Christian Perrin. Moi, je suis témoin oculaire, je suis victime de cela. J'ai eu des gros soucis aussi au niveau administratif parce que tout simplement, il y a des fonctionnaires français. Je viens de recevoir tout à l'heure là, parce qu'il y a maître, comment il s'appelle, maître Zamba, Brice Zamba, qui a intervenu pour mon cas. Je viens à peine de recevoir le retour de la préfecture. Parce que maître Zamba menaçait la préfecture pour mon cas. Donc, si j'ai bien compris, en dehors de ce qu'ils imposent, ces dictateurs, dont disons, à la tête des États africains, et ils jouent encore en arrière-garde, c'est-à-dire ils sont là à protéger ces pouvoirs au point de continuer à surveiller, en fait, à épier tous les mouvements des opposants. À nous rendre, à réduire nos marges de manœuvre. Mais monsieur Christian Perrin, imaginez sur l'instant que je ne bosse pas en France. Comment devrais-je s'occuper de ma famille et autres? Comment j'ai la possibilité comment je peux réfléchir sur les questions politiques au Congo-Brazzaville? Si vous n'avez pas de quoi gérer les obligations ici en France. Et malheureusement, je ne suis pas le seul. Beaucoup ont ces difficultés-là. Mais parce qu'il y a dans les administrations françaises aujourd'hui, dans les préfectures, il y a encore des gens qui ont reçu l'argent de Sassou hier et qui continuent à fonctionner. Mais prenez le cas de l'affaire Kolela, avec le fameux, comment tu appelles ça, au niveau du tribunal aujourd'hui. De Bobigny. De Bobigny. Et pourquoi ça n'avance pas? Et nous avons des cas comme ça. Donc, le problème de Paris, et j'insiste sur le pari institutionnel. Parce que autant moi, quand j'ai des problèmes, j'ai des courants de pensée qui m'écoutent ici en France. Je peux m'appuyer sur d'autres formations politiques, d'autres cadres politiques. C'est ça l'avantage de ce pays-ci. Mais c'est la force institutionnelle, généralement, quand elle est au pouvoir, elle devient comme une espèce de cinquième roue de la carrosse des dictatures africaines, dans la dictature de M. Denis Sassou Nguesso, et que nous sommes en train de dénoncer. Et malheureusement, monsieur, je dis ceci. Aujourd'hui, le président Macron est surpris de cette levée de boucliers dans les différentes capitales africaines. Mais nous l'avons dit ici, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest viendra en Afrique centrale. Mais nous y sommes là. J'ai regardé là, je viens de regarder là. Il y a des manifestations devant l'ambassade de France à Kinshasa. Il y a des manifestations devant les ambassades à Libreville. À Brazzaville, si on n'avait pas un monsieur qui pourra rien peut tirer sur les gens, le régime, voilà, un des régimes les plus répressifs d'ailleurs de la planète.
Alors Voilà. évidemment, Denis Sassou Nguesso, c'est la question que certains observateurs se posent d'ailleurs, mais nous avons lu dans un ouvrage, Chirac, mon ami de 30 ans, que finalement, Denis Sassou Nguesso, c'était un agent de la DGSE et qu'il a été recruté en 1963 lors de sa formation en France. Ça, on y reviendra. Alors, venons donc sur les scandales révélés par le quotidien Libération. On en avait aussi parlé sur ce même plateau. Alors, du côté du gouvernement congolais, Thierry Mongala avait menacé porter l'affaire en justice pour diffamation contre Libération, ceux qui n'ont pas du tout fait. Mais tout porte à croire finalement que Denis Sassou Nguesso a choisi une interview au quotidien Le Point pour tenter de se justifier. Et là, il clame subtilement son innocence et estime que toutes ces révélations, je dis bien entre guillemets, seraient une vue de l'esprit. Voilà. Donc pour lui, ça n'existe pas. Alors que sur ce même plateau, vous vous rappellerez, M. Guy Mafimba, Oloba Kinabiso Kaza Mohibi. Je suis au regret de constater que via Voilà, Ezaba Solo et Abisola Biso il y a Bissau, Baninga il y a Bissau, Bayokate. ouais, mais je suis au regret de constater que il y a Moïse Bissouté via Fakwa. Fakwa. C'est-à-dire que ce n'est bien Fakwa, c'est-à-dire qu'il y a son nom, la poto. Via Fakwa. C'est pas moi qui le dis, c'est Transparency International. Non, pour être sérieux, euh, je disais toujours au cours de cette émission que la sortie de M. Mongala, c'était une sortie de principe. Il fallait seulement dire quelque chose. Parce que lorsqu'on se sent aussi, on est accusé à un tel niveau de responsabilité. Trois, trois éditions de la Libération en première page. La chose à faire, c'est porter plainte. Il n'a Nous, jamais fait. pendant que vous en faites état, nous apprenons également que la suite a été retenue. Finalement, il y a eu pression pour que Libération ne continue pas à publier parce qu'il y a d'autres qui étaient prévus. Je Ouais. crois 4 autres numéros qui avaient été prévus de sortir, mais là, ça a été bloqué. Bon. Ça prouve que, bien entendu, ces maîtres lui ont fait comprendre que, monsieur, arrêtez avec des menaces qui n'ont rien à voir. Mais en fait, il a lancé tout simplement une contre-offensive médiatique. Mais contre-offensive médiatique d'un homme, c'est pas une insulte ce que je dis. Moi, j'ai toujours dit, j'étais encore à Brazzaville, j'ai toujours dit que le président Denis Sassou Nguesso devait être suivi psychanalytiquement. Psychanalytiquement, oui. Voilà. C'est-à-dire que son cas relève des fois de la psychanalyse. Tu as l'impression qu'il est dans cette espèce de refoulé, le moi freudien. Je suis tellement beau, je suis tellement intelligent, je ne comprends pas comment on ne peut pas me prendre au sérieux. Tout le problème de M. Denis Sassou Nguesso, c'est ça. Tu as l'impression qu'il a menti sur tout. Il a menti sur son âge, il a menti sur son cursus. La dernière fois, j'apprends que, je crois, dans une interview, qu'il a fait un concours pour être, je ne sais pas quoi, alors qu'il n'y a jamais eu de concours pour partir de Mbunda pour aller comme officier de réserve. À l'école d'Orval, oui, oui. Voilà, il a menti sur sa traçabilité politique. Il ment sur tout. C'est ce qu'on appelle, en psychanalyse, le refoulé, le moi freudien. Il est tellement dans un moi qui dépasse en fait ses véritables qualités intrinsèques qu'il est obligé de mentir. Ce qui fait que lorsque il est abîmé la poissa, comme on dit, que vieux Amoyibi, que le vieux Fakwa, il a dépensé énormément d'argent. Le médiateur, le fameux quotidien, le médiateur d'un Camerounais qui a dû bouffer peut-être 100 millions, le point chez Berkoff, pour lancer une espèce de campagne médiatique et dire à ses maîtres et tenter d'abuser de l'opinion congolaise. Que non, on n'aime pas parce que je suis cela. Mais la réalité, c'est pas cela. La réalité a fini par rattraper M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso est à la tête d'une organisation criminelle qui a pillé le Congo, qui a détruit le Congo, qui a hypothéqué des générations. Et s'il était un homme, entre guillemets, s'il voulait rentrer dans le champ restreint des hommes d'État, ce monsieur aurait pu, je l'ai dit dernièrement, faire comme il a fait à la conférence nationale. J'assume. Et nous, parce que moi j'ai appris de Yombi Opango le pardon. Je sais pardonner quand les gens reconnaissent leur tort. Et comment il aurait pu dire, bon,
Le vieux a reconnu que vraiment, il a fouté, là. Là, ça va, ça. Mais non, il passe son temps à nous prendre pour des idiots. Il dit non, il n'a jamais fait un coup d'État. Est-ce que c'est sérieux? Au niveau de ce journal, dans cette interview, il dit les forces serment opposées au coup d'État militaire et qu'il n'a jamais fait de coup d'État. Et lorsqu'il dit ça, j'imagine un peu comment les Congolais perçoivent ce message. Est-ce que ce n'est pas là une insulte à la mémoire des Congolais, j'allais dire? Quelqu'un peut avoir un AVC lorsqu'il entend des choses comme ça. Même mon enfant ici, qui est né ici, mon fils Mandela, ma fille, il est tombé de deux lorsqu'il a dit ça. Il dit, mais papa, mais ton président a dit qu'il n'a jamais fait de coup d'État, alors que toi, tu as fouillé parce qu'il a fait un coup d'État. Je dis, mais mon fils, votre grand-père, son cas relève de la psychanalyse. Mais l'histoire du vol, on vient de le dire tout à l'heure, ça a été démontré de A à Z que Orion Oil, c'est une société écran à la disposition de Sassou pour les rétrocommissions. Et on a plein comme ça. Bon, maintenant pour les histoires de coup d'État, mais soyons sérieux. M. Sassou Nguesso est arrivé en 80, lorsqu'il prend le comité militaire, lorsqu'il fait tomber, lorsque Ngwabi est assassiné, avec sa complicité d'ailleurs. Mais qui met en place le comité militaire du parti? Mais c'est un coup d'État, parce que celui qui devait prendre le pouvoir, c'est le président de l'Assemblée, Mousselou Poiti, un truc comme ça. Le Et permanent, c'est c'est Tisser. juste un complément d'information, pendant que vous parlez du coup d'État, le jour où on a exécuté, le 18 mars 1977, où on a exécuté Mariam Wabi, dans ce même livre, évidemment, il faut que les Congolais lisent ce livre, je leur recommande cela. Chirac, mon ami de 30 ans, il est même révélé que le jour où on est en train de décider l'exécution de Mariam Wabi, Sassou Nguesso est là, et celui qui pilote en fait ce petit comité, c'est Houphouët-Boigny. C'est dit des Français eux-mêmes. Mais il suffit d'aller dans les archives. Généralement, les gens ont tendance, je vois souvent dans les profils, ils me tirent sur, lorsque je reviens sur ces questions historiques-là. Mais parce que je prends soin de d'aller chercher dans les archives. Je prends soin de faire des recoupements, d'analyser. Mais surtout, j'ai eu quand même à mes côtés des figures politiques, pas des moindres. Un ancien patron des services, un ancien chef d'État. Donc, tu sais comment tirer les verres du nez de qui que ce soit. Moi, j'ai toujours dit ici que Ngouabi a été tué avec la complicité de M. Denis Sassou Nguesso. Comme vous avez dit, décidé parce qu'il était là. Autant il fallait le mettre en première ligne pour servir les intérêts de la France-Afrique. Et j'ai dit dernièrement que l'une des raisons, c'est l'histoire du pétrole. L'Issouba est tombé de la même manière. Yombi est tombé de la même manière. Donc, comment le dire? Comme c'est les Français qui le disent, j'espère qu'ils vont nous croire. Parce qu'on nous dit, on dit non, vous êtes contre Sassou. On n'est pas contre Sassou. Il a fait trop de tort. C'est un agent de l'étranger. C'est un agent de l'étranger qui est là parce que l'étranger le veut, mais non que le pays est détruit, qu'il a détruit le pays. Mais il peut se faire mea culpa et chercher à trouver une porte de sortie pour qu'on puisse faire en sorte que le Congo se reconstruise. Parce que nous sommes tombés tellement bas qu'on peut que se reconstruire. Donc sa responsabilité est accablante. Il ne pourra jamais. Raison pour laquelle je parle de contentieux historique. Tant que nous n'allons pas solder ces contentieux historiques-là, nous allons faire le surplace. On ira de violence en violence. Parce qu'il est devenu comme ça une espèce de verrou pour la construction de l'État-nation dans notre pays. Et il doit prendre conscience de cela. Il doit prendre conscience de cela. Comme on l'a dit tout à l'heure, et vous avez même posé une question capitale, il faut peut-être un examen pour Denis Sassou Nguesso parce que probablement qu'il souffrirait il aurait un souci, j'allais dire psychologique, pourquoi pas. Parce que lorsqu'il dit qu'il n'a jamais fait de coup d'État, apparemment, il vient d'oublier que même en 1997, il revient par les armes, soutenu par l'Angola, dont on a fait état au début de cette émission. Mais ça pose, évidemment, on peut en rire, mais là, ça devient un peu sérieux et ça craint. Il faut bien que les Congolais commencent à regarder et attentivement ce côté parce que Denis Sassou Nguesso commence à faire peur, non seulement par son comportement, par des Les actes, détournements, par ses crimes, mais désormais, même dans sa manière, dans sa vie,
dans Ouais. ses décisions. Heureusement que le Congo n'a pas une arme, j'allais dire, Nucléaire, ouais. nucléaire, sinon il pourrait appuyer sur ce bouton un jour et puis tout le monde sera évidemment surpris. Alors, lorsqu'il nie qu'il n'a jamais fait de coup d'État. Voilà. Mais vous avez sorti quelque chose que j'allais dire. Heureusement que le Congo n'est pas doté d'une arme nucléaire. Parce que ce monsieur, un jour, il pouvait toucher à l'arme nucléaire et puis on n'en parle plus. Parce que oui, moi ça m'interpelle. Moi, ça m'interpelle parce que 97, les Congolais n'ont pas fait des élections pour dire, monsieur Sassou Nguesso, vous êtes devenu, encore en 79, il peut trouver des voies et moyens pour dire, ah non, centralisme C'était le système qui démocratique, fonctionnait comme le ça, voilà, système. ainsi de Bon, suite. Ouais. là, un président établi, démocratiquement élu, toi, vous amenez des forces mercenaires et autres, avec l'appui d'un État étranger, vous renversez le régime, tu t'installes, ça s'appelle un coup d'État. Et tout le monde sait d'où venaient les armes en plus, On sait tout le monde d'où viennent par les où armes. elles ont transité. Bon, lui-même, Chirac l'a dit, le pays était. Il a même Donc, avoué, voilà. bon, Donc Chirac il a l'a enfoncé le avoué. clou. Donc, et entendre quelqu'un s'exprimer devant les médias internationaux, dire que non, non, je n'ai jamais fait un coup d'État, ça pose un gros souci, mais psychologique, un gros souci psychanalytique. Est-ce que le vieux monsieur Denis Sassou Nguesso a encore toutes ses facultés mentales? Moi, la question, je me la pose de plus en plus. De plus en plus. Je ne veux pas utiliser des termes qui fâchent, mais à Brazzaville, je me souviens, 2013, j'avais sorti le terme de psychopathe. C'est-à-dire, le psychopathe, c'est celui qui tire du bonheur à voir les autres souffrir. Nous étions en 2013. Je dis, ah, ça, c'est les comportements des psychopathes. Les gens souffrent, les gens crèvent de faim. Tu as l'impression que le monsieur est toujours beau. C'est ça, les comportements des psychopathes. Cela pose également la question de savoir est-ce que ces réponses données dans ces interviews viennent réellement de lui-même ou bien c'est des étrangers qui écrivent à sa place et aussi, même si c'est des étrangers qui écrivent parce que c'est tout normal, un président de la République a toujours des conseillers, mais est-ce qu'on lui donne quand même le temps de relire ses réponses avant de les insérer dans ses journaux, dans ses quotidiens? Si, il est conscient de ce qu'il dit. Il est conscient. Mais en fait, il ne s'adresse pas aux Congolais. Ces campagnes de presse, là, c'est pour les Français. C'est pas pour. C'est là où il a sa légitimité. Parce qu'il se rend compte que son image est tellement écornée, comment on dit ça, écorchée ou écornée, que bon. Et il demande à ses amis français, vous avez besoin de comment? Non, il faut nous donner 300 millions. Ah bon, 300 millions, c'est rien du tout. Claudia va envoyer l'argent, et puis, attendez, est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant? Un pays qui est asphyxié financièrement. Et on se retrouve un matin, vous sortez pour aller au boulot, vous voyez l'affiche du médiateur tourisme au Congo, Denis Sassou Nguesso. Bon, le blanc qui ne connaît pas l'affaire du Congo, il va se dire, ah tiens, il y a un grand chef d'État en Afrique comme ça. C'est pas pour nous, c'est pour les blancs. Azali Boya Mindele. Mais malheureusement, c'est l'argent du contribuable congolais qu'on dépense au moment où les Congolais sont en train de crever parce qu'ils n'ont pas de quoi se soigner, de quoi manger et autres. Voilà, et donc ce sont les caisses de l'État congolais qui saignent, malheureusement, et voilà. Nous sommes à la fin de cette émission, Monsieur Guy Mafima Motoki. Je vous laisse donc quelques secondes pour clôturer. Nous sommes là à la croisée des chemins. Je demande aux Congolais d'être confiants, mais hyper confiants. Hyper confiants, pourquoi? On a toujours dit, nous sommes à la fin d'un cycle. La fin d'un cycle de cette espèce de démocrature. La France-Afrique est en train de se casser la figure en bonne et due forme. Monsieur Macron, oui, ça rime à ce que j'appelle la géopolitique des populations et des peuples, c'est-à-dire notre désir de liberté, de démocratie, d'alternance, où, d'une manière ou d'une autre, la France va chuter avec les dirigeants qui continuent à soutenir. Mais je suis en même temps convaincu que, en termes de synergie, nous sommes en train de faire entendre raison aux autorités françaises actuellement. Et il faut prendre ça comme une bataille de gagner. Parce que le monsieur Denis Sassou Nguesso, avec tout l'argent qu'il dépense, mais je dis bien avec tout l'argent qu'il dépense, de ce côté-ci,
S'il se retrouve à recevoir Macron pendant 3 heures et qu'on le déplace pour une escale technique et mémorielle, ça veut dire qu'il n'est plus dans l'agenda de Paris. Et donc, à nous de continuer la pression, de continuer la sensibilisation et de continuer dans cette espèce de synergie de toutes les forces, de la convergence, je continue à dire ça, des luttes, des frustrations et autres pour mettre un terme à ce régime. Si par malheur, M. Sassou Nguesso continue, passez-moi le terre avec ses délires où il nie tout, il n'est pas voleur, il n'est pas un criminel, il n'a pas fait de coup d'État, il est le plus beau, le plus gentil et tout. Non, s'il continue comme ça, s'il ne veut pas assumer, ben, la fin de l'histoire sera tragique pour lui et son régime. Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Monsieur Guy Mafimba Motoki d'avoir été disponible pour cette interview. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis et je vais donc vous prier de liker et de partager ces émissions pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, en tout cas, pensez à vous abonner pour être prévenus de toutes nos prochaines productions. Nous avons vraiment besoin de ces petits gestes pour continuer à vous informer. On se retrouve très bientôt. Merci.